Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On va parler santé ce matin, mais santé mentale. À quel moment peut-on penser être malade? Et qui peut souffrir d'une telle pathologie? À quel moment peut-on s'en rendre compte? Comment réagir et comment s'en prémunir? Notre invité ce matin, le psychologue Auristel Hippolyte, pour nous aider à réagir, pour nous aider à mieux nous comporter et aussi à faire face aux traumatismes récurrents. C'est un plaisir, docteur, de vous avoir avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour, Rondel Théodore. Le plaisir est partagé. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour essayer d'éclairer les lanternes de nos téléspectateurs et de nos internautes aussi. Le vrai traumatisme des Haïtiens de ces 20-30 dernières années aurait commencé à partir du 12 janvier. Je ne le pense pas. Vous savez que Haïti souffre on va dire, d'une situation qui dure depuis plus d'une trentaine d'années. C'est vrai que le tremblement de terre du 12 janvier, c'est un peu, on va dire, la cerise sur le gâteau. Mais depuis la chute des Duvaliers, même bien avant, parce qu'on a vécu la dictature, pour ceux qui ont connu la dictature, j'en ai entendu parler de toute façon, mais depuis le tremblement de terre du 12 janvier, on a l'impression que les choses deviennent beaucoup plus difficiles, la situation s'aggrave et de façon, on va dire, catastrophique. Catastrophique. Ce qui se passe, c'est que, vous savez que dans une société, il n'y a pas d'éléments isolés. On est tous liés, les uns aux autres, on est tous liés. Quand il y a une souffrance collective, par exemple, quand on parle de la misère collective en Haïti, eh bien, ça engendre une situation chez les gens. La situation engendrée, ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle une sorte de complexe. L'Haïtien se considère un peu inférieur par rapport à d'autres peuples. Donc, on vit dans une sorte d'ambivalence avec, dans la tête, une certaine grandeur, une certaine fierté d'avoir été un grand peuple, et on le répète de temps en temps. Et la situation réelle, qui est cette situation de pauvreté. Un grand peuple d'un côté, un peuple pauvre de l'autre. On vit avec ça. Donc, tout ça, c'est compliqué, c'est difficile à jongler un peu entre les deux. Oui, mais dans cette ambivalence, comment faire l'équilibre? Comment établir l'équilibre? Comment établir l'équilibre? Il faut le dire, de toutes les manières, toutes les sociétés dépendent des choix politiques. Parce que c'est la politique qui mène le monde. Il y a une politique de santé publique, il y a une politique sportive, il y a une politique, éducative, il y a une politique pour tout, politique agricole, etc. Et si les décisions politiques qui ont été prises depuis ces 30 dernières années avaient été bonnes, ça aurait été différent aujourd'hui. Mais étant donné qu'on a eu la malchance d'être, on va le dire, sans embâche, mal gouverné depuis tous ces temps-là, donc la société en souffre. Vous savez, le plus grand désastre causé par les troubles sociopolitiques, c'est la pauvreté. Et c'est ça qui va impacter la santé mentale. Ça va avoir un impact considérable sur la santé mentale des gens. Oui, mais quand cette ambivalence dont vous avez parlé frise la schizophrénie de nos dirigeants politiques ou même de nos politiciens, est-ce que ce n'est pas de nature à aggraver notre situation de peuple aussi? Évidemment, évidemment. C'est clair, c'est une évidence. Parce que vous savez quoi, et nous avons malheureusement cette habitude de penser que demain sera meilleur, on va s'en débarrasser, on va se débarrasser de celui-là, et puis celui qui viendra va être le sauveur, et patati et patata. Le problème, ce n'est pas les hommes. Le problème, c'est les projets. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un projet de société?
Est-ce qu'on a un projet de société? Et dans ce projet de société, est-ce que moi, je me reconnais? Est-ce que ce projet de société, ça colle avec la réalité de notre pays? Ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de projet de société. Oui, mais ces projets-là, en fait, il faut quelqu'un à pouvoir accoucher de ce projet. Exactement, c'est quelqu'un qui accouche de ce projet. Oui. Ou bien un groupe d'hommes. C'est pour ça, par exemple, quand on parle de parti politique, le parti n'est autre chose qu'un ensemble d'individus qui sont regroupés... Qui mettent en commun leurs idées. Voilà, leurs idées. Donc ça veut dire qu'ils sont regroupés sur la base de leur communauté d'idées ou d'idéologie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il n'y a plus d'idéologie politique. Il n'y a plus de débat de pensée, débat d'idées. Il y a des slogans. Il y a des slogans, il n'y a pas de débat d'idées. Et on est passé de l'ère idéologique à l'ère géographique. Les décideurs politiques ne parlent plus de projets qui aillent dans le sens de toute la collectivité, mais chacun défend sa petite communauté. Mais ce n'est pas la communauté vraiment. C'est parce que c'est que ça va dans ses poches. C'est plus facile de défendre sa communauté parce que ça va directement dans ses poches. Donc il y a ce problème. Donc il faut penser pays de façon globale. Il ne faut pas voir le pays comme étant ma circonscription, mon département. Non, c'est le pays. C'est un projet de société. Parce que quand il y a des problèmes causés par les troubles sociopolitiques, on va avoir des troubles psychosociaux. Et les troubles psychosociaux ont leurs racines dans la société même. Les conditions d'existence. Un jeune qui a fait ses études, qui ne travaille pas, qui n'a aucune possibilité et qui, de toutes les manières, il a des besoins. Il va avoir une femme et après des enfants. Il veut laisser ses parents. Il veut laisser ses parents. Il veut avoir son autonomie. Et ne voit même pas encore le bout du tunnel, même après 35-40 ans. Exactement. Et là, il va tomber dans une sorte de réflexion au quotidien. Et ça va tellement tourner et qu'à un moment, il va perdre les pédales. Il deviendra un rebelle, il deviendra un frustré. Exactement. Et on peut penser à n'importe quel dégât. Est-ce que nous sommes, à la lumière de ces explications, docteur, est-ce qu'on est en droit de dire que nous sommes une société aujourd'hui à un fort pourcentage constituée à un fort pourcentage de rebelles et de frustrés? De frustrés surtout, puis de rebelles. Parce que tous les frustrés ne sont pas forcément rebelles. Parce que parmi les frustrés, il y en a qui vont se résigner. Mais il y en a qui vont vouloir péter le plan, péter un câble, comme on dit. Il y en a qui vont vouloir passer à l'action. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'attaquer à ceux qui possèdent. Ils vont s'attaquer aux biens publics. Parce qu'il y a une sorte de jalousie. Parce que cette société ne les a jamais gâtés. Et comme ils vivent avec ce qu'on appelle un mal-être, il y a une souffrance existentielle qui va pousser cet individu à faire des choses que si sa situation n'était pas celle-là, eh bien, aurait un tout autre comportement. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, il faut agir sur quoi? Il faut agir à deux niveaux. Dans un premier temps, il faut mettre en place des structures pour que les gens qui vivent dans cette société puissent avoir accès à toute une série de choses. L'alimentation saine et nutritive, accès à la santé, à l'éducation, à un logement décent, à un travail. Ça fait partie des droits fondamentaux. Donc là, il faut une refonte complète de toutes les structures étatiques, de toute la société. Exactement. Exactement. Et comment y arriver, professeur? Comment y arriver de toutes les manières? Les gens y parlent, mais vous savez, pour développer une société de toutes les manières, on ne peut pas mettre de côté la politique. C'est clair. Parce que c'est la politique qui gère. On ne peut pas résoudre ces problèmes du jour au lendemain. On ne peut pas résoudre ça du jour au lendemain. C'est un projet. C'est un projet de société. Mais ça vient avec des partis politiques forts, mais de vrais partis, où les gens se mettent ensemble. Qu'est-ce que vous entendez par le vrai parti? Le vrai parti n'est autre chose qu'un parti, qu'un ensemble d'individus qui se mettent ensemble. Déjà, ils sont unis sur la base de leur communauté d'idéologie, mais ensuite, ils vont discuter.
ils vont essayer de mettre en place des choses, ils avancent des idées, ils font le débat pour voir qu'est-ce qu'on met en place pour préparer la société de demain. On veut prendre le pouvoir, mais pour faire quoi? Est-ce que le pouvoir est une fin en soi ou est-ce que c'est un moyen? Il faut commencer à raisonner de cette manière-là, à considérer le pouvoir comme un moyen et non comme une fin. C'est un moyen pour arriver à cette fin qui est cette société dont on rêve. Et quelle est cette société? Une société où il y aura une sorte de justice sociale, où il y aura moins d'inégalité sociale, parce qu'on parle d'égalité. On n'est pas tous égaux, mais de toutes les manières, au niveau de certaines choses, comme par exemple au niveau de l'éducation, au niveau de l'alimentation, ça ne veut pas dire que moi, Auristelle Hippolyte, je vais tous les jours manger la même chose que M. Wendell Théodore. C'est pas ça. Mais au moins tous les jours... Voilà, et vice-versa. Voilà. Mais au moins tous les jours, j'aurai de quoi manger. Oui. Mais j'aurai droit aussi à une alimentation saine et nutritive. Pas avoir accès à des choses qui sont déjà rejetées de l'autre côté, qu'on nous envoie. C'est pas ça. Pas des alimentations qui vont nous rendre malades. Non. Voilà qui me rappelle les propos de l'humanocrate, le professeur Gracien-Jean. Voilà. C'est exactement ça. Parce que de toutes les manières, quand on est psychologue, on est humaniste. Et tous les citoyens sont des humanistes. Vous savez? Parce que là, j'observe une sorte de fusion, et si l'on doit parler des causes profondes de nos malheurs, de nos problèmes aujourd'hui. Vous avez lié politique, sociale, catastrophe et autres pour présenter la réalité haïtienne aujourd'hui. Mais le problème, c'est que le peuple haïtien, dans sa grande majorité, en pâtit, en fait les frais. Et pour reprendre ce que j'ai dit tantôt, on ne voit pas encore le bout du tunnel. On ne sait pas encore à quel sein se vouer. Écoutez, on ne croit plus aux hommes politiques qui prêchent pour leur chapelle. On ne sait pas, on se pose la question de savoir à quand la fin de nos malheurs. Devons-nous attendre 2030, 2040, 2050 pour construire une autre société? On n'attend pas, on agit. Et quand on agit, on ne dit pas qu'on va attendre demain pour faire quelque chose. On commence aujourd'hui même. On commence par la pensée, puis par la parole et par des actions. Oui. Je dis et je fais. Pour agir ainsi et pour que nos actions aboutissent, pour que nos actions donnent des résultats, il faut une certaine communauté de vue. Il faut des objectifs spécifique. Exactement. Il faut voir le pays. Si l'on met sur le tapis la réalité actuelle, notre quotidien, avez-vous le sentiment que nos dirigeants, nos hommes politiques voient l'intérêt du pays? C'est vrai que ce matin, je ne voulais pas faire de la politique, mais de toutes les manières, on ne peut pas ne pas faire de la politique, parce que tout ce qu'on fait, c'est de la politique de toutes les manières. Hein. Et quand on observe ce qui se passe autour de nous, quand on essaye de comprendre ce qui se fait, franchement, on a le droit de se poser des questions. Est-ce que vraiment on est dans une société où il y a des hommes et des femmes qui disent qu'ils font de la politique, mais qui pensent et réfléchissent pour le pays? Est-ce qu'on a en face des gens qui travaillent pour la société? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va essayer d'imaginer. On est dans une société où on voit les choses qui se passent. C'est concret, c'est réel, c'est palpable. On voit qu'on vit dans une société où rien ne va du tout. Est-ce que ça veut dire, professeur, que nous sommes tous malades? Je ne vais pas dire qu'on est tous malades, mais le problème, c'est qu'il y a un problème. Oui, je peux dire dans une certaine mesure qu'on souffre tous peut-être de cette maladie qui est, on va dire, l'absence de pensée positive. Parce que l'absence de pensée, c'est la racine du mal. Quand on est dans une société où les gens ne pensent plus, et c'est sûr qu'on est mal barré. Parce que là, on ne va rien faire de sérieux, de positif. Et ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'on va faire
avancer les choses, qu'on va faire évoluer les choses. Non, ça ne se passe pas comme ça en politique. Donc là, il faut une certaine éducation. Il faut une certaine éducation. Il faut apprendre les gens d'abord à être citoyens. Être citoyen, ce que je veux dire par là, c'est avoir de l'amour pour la patrie. Si j'aime mon pays, si j'aime ma patrie, il y a des choses que je ne peux pas faire. Si j'aime mon pays, je ne peux pas voler l'argent public. Si j'aime mon pays, je ne peux pas trahir mon frère. Donc, être citoyen, ça implique la loyauté, ne pas mentir, ne pas voler, et ne pas mentir, ne pas trahir. Ça implique l'amour de la patrie, ça implique aussi la camaraderie. La camaraderie, c'est le fait de penser que l'intérêt de Wendell Théodore, c'est mon intérêt également. Donc, si on fait du mal à Wendell Théodore, ben, c'est à moi qu'on fait du mal. Donc, c'est penser collectivité, c'est cette solidarité. Et aussi, c'est l'amour pour les masses travailleuses. Et arrêter de les exploiter de façon outrancière. Et puis, c'est l'amour du travail. Parce que vous savez quoi? Celui qui vit, qui mange et qui ne travaille pas, il vit du travail des autres. Il faut une société où tous les gens ont la possibilité de travailler. Les gens qui ne travaillent pas dans ce pays, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas travailler. Regardez, il y a des jeunes qui font des choses dans la rue, qui essuient les pare-brises des voitures, etc., et les vitres des voitures. Il y en a qui vendent des petits sachets d'eau pour essayer de survivre. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? En plus de l'équité, en plus d'un système d'équité que vous préconisez, j'entrevois, docteur, un discours de gauche. Un discours de gauche ou encore du socialisme dans la parole. Oui, le socialisme... Est-ce que je me trompe? Vous ne vous trompez pas. Vous savez pourquoi? Je préfère dire un discours socialiste qu'un discours de gauche, parce que pour moi, le socialisme, c'est ça. C'est cette vision de société où on priorise l'intérêt général sur l'intérêt particulier. C'est aussi simple que ça. C'est ça le socialisme. C'est voir l'intérêt général. Okay? C'est la primauté de l'intérêt général. Donc ça veut dire, je suis dans une société où le fils du voisin peut aller à l'école. Donc il ne sera pas jaloux quand il voit mon fils aller à l'école. Il n'aura pas de problème avec mon fils. Vous pensez que quand vous habitez un endroit où votre enfant, il a tout ce qu'il veut, tout ce dont il a besoin, et le fils du voisin qui, des fois, vient jouer avec votre enfant, lui, il n'a pas même le minimum. Vous n'êtes pas en sécurité. C'est insensé de penser que quand on vit dans une société où tout va mal, qu'on va bien. Je ne peux pas aller bien si ma société va mal. Puisqu'on est tous sur le même bateau. Si ça fait naufrage, eh bien, on est tous en danger. On peut tous périr. Peut-être que le malheur qui me guette n'est pas le même qui vous guette, mais de toutes les manières, on est tous menacés parce qu'on est dans un pays où rien ne va. Mais est-ce que vous pensez que ce genre de société existe? Évidemment, il y a certains pays, dont les pays scandinaves, par exemple, où les gens ont droit à certaines choses, disons même plus que le minimum. Mais est-ce que vous pensez que ce genre de société existe aujourd'hui? Ce genre de société existe. Vous savez qu'on est des éternels insatisfaits et de toutes les manières, arriver à une certaine autosuffisance dans tous les secteurs, dans tous les domaines, c'est toujours difficile. Si je prends l'exemple de la France. La France, il y a des gens qui vivent dans la pauvreté, oui. Aux États-Unis aussi. Aux États-Unis aussi. Moi, j'ai vu à Manhattan des gens qui sont dans une situation pire que les pauvres qu'on a en Haïti, à Manhattan. Oui. Moi, j'ai vu ça. Mais vous savez, en France, il y a un système social qui fait que tous les enfants peuvent aller à l'école déjà. C'est le minimum. Qui fait que tous les enfants peuvent manger tous les jours. Et celui qui ne travaille pas, au moins, il a droit à un RSA, un revenu de solidarité actif. On l'appelait avant le RMI, le revenu minimum d'insertion. On a quand même un minimum pour vivre. On a un pays où, si on est malade, on n'a pas à s'inquiéter parce qu'on sait que de toutes les manières, on a accès aux soins de santé. Est-ce que là, il n'y a pas lieu d'imputer la responsabilité de nos malheurs à ceux qui ont assassiné le père de la patrie, Jean-Jacques Dessalines? Ça a commencé là. Mais il y avait quand même la possibilité
de rectifier le tir. Parce que tant qu'il y a des hommes et des femmes qui pensent... Alors pourquoi je vous ai dit ça? C'est parce que on affirme que Jean-Jacques Dessalines avait un projet de société Exactement. Qui tenait compte de ces problèmes-là qu'on est en train d'évoquer ce matin. C'était la vision de Jean-Jacques Dessalines. L'idéal dessalinien, c'était ça. C'est que tous les enfants soient égaux. Et Dessalines avait une vision qui allait très loin. On a parlé il n'y a pas trop longtemps de cela, de l'égalité entre hommes et femmes. Mais Dessalines l'avait déjà vu. Quand vous prenez la Constitution de 1805, on n'en parle pas. Mais c'est une très belle Constitution. Où Dessalines a parlé de souveraineté nationale, de l'autonomie alimentaire, de l'autosuffisance alimentaire, de l'égalité entre hommes et femmes et l'égalité entre les enfants nés dans les liens du mariage et des enfants nés hors des liens du mariage. Égalité entre les enfants. Là, on en a parlé il n'y a pas trop longtemps, je crois 2015, en Haïti, il y a eu une loi. Mais la loi sur la paternité responsable. Mais Dessalines avait déjà vu tout ça. Et même le socialisme dont on parle aujourd'hui, on a eu les premières idées avec Karl Marx en 1848, mais depuis 1803-1804, c'était des idées qui tournaient déjà dans la tête de Dessalines. Vous voyez, donc c'était un grand penseur, c'était Dessalines, c'était un humaniste, c'était un visionnaire. Mais aujourd'hui, on l'a assassiné, mais après l'assassinat de Dessalines, ce pays, il y a quand même des hommes et des femmes qui pensent. S'il y a des hommes et des femmes qui pensent, mais la société peut avancer, la société peut évoluer. Mais on arrête de penser. L'Haïtien ne pense plus. Non. On ne pense plus, on ne rit plus. On ne rit plus. On ne pense plus, on ne se détend plus. Et on va en parler parce que la santé mentale... Justement, c'est ça le sujet de ce matin. C'est l'objectif. Exactement. Alors que les problèmes sont tellement grands, sont tellement énormes, et qu'on ne pouvait pas les évoquer sans parler... de la situation globale. De la situation globale du pays, sans faire de la politique, sans faire de l'histoire aussi. Mais quand même, on va revenir pour parler de la santé mentale, qui est donc une préoccupation majeure de ceux et celles qui réfléchissent et qui pensent aujourd'hui. Docteur Auristel Hippolyte, merci d'avoir été avec nous. Et vous allez patienter le temps d'observer la petite pause et on va revenir pour la santé mentale à proprement parler. Merci à vous. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le psychologue Auristel Hippolyte est notre invité ce matin. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin, de ce mardi 9 février. Je rappelle notre invité, le psychologue Auristel Hippolyte. Monsieur Hippolyte n'est pas seulement psychologue, c'est aussi un criminologue. Évidemment. Une question rapidement, pour parler du contexte actuel. En votre qualité de criminologue, comment pourriez-vous nous expliquer le fait que des individus, pour résoudre des problèmes d'ordre politique évidemment, se plaisent à déverser de l'huile sur la chaussée pour provoquer des accidents de la circulation? Alors, je vais vous répondre de façon scientifique. Ça s'appelle une attitude criminogène. L'attitude criminogène, d'un point de vue criminologique, c'est quoi? C'est tout comportement qui est sujet à occasionner un crime, un dommage. Quand vous avez un comportement qui peut nuire à autrui, c'est un comportement criminogène. Peu importe le comportement. Et le fait de déverser de l'huile sur la chaussée, ben, ça peut occasionner des accidents. Donc c'est une attitude criminogène. Peut-on faire de la politique à travers des attitudes criminogènes? Quand on sait que par définition, la politique, c'est l'art de bien gérer la cité. Là, on n'est pas dans la politique. On est dans quoi? On est dans la contestation, on est dans des mouvances. Et étant donné qu'on est dans des mouvements sociaux, les mouvements sociaux, des fois, s'accompagnent de dérapages. Il y a des dérapages. Mais ce n'est pas de la politique, ça. La politique, c'est autre chose.
Les politiques, ils s'assoient, ils définissent des projets de société, ils réfléchissent sur la société de demain, sur comment sera l'éducation haïtienne demain, l'éducation, le système éducatif haïtien, et le projet sur l'alimentation, sur les infrastructures routières, etc., sur l'électricité, etc., les besoins de la société, sur la santé mentale et la santé tout court. Donc, les politiques, ils réfléchissent sur des projets. Donc, les actions... Vous avez bien dit les politiques. Les politiques. Et nos politiciens. Alors, nos politiciens, il y a des manœuvres politiciennes. Il y a des manœuvres politiciennes. Mais il y a aussi des débordements. Et là, on est dans la contestation, on est dans les mouvements sociaux, c'est des mouvements de rébellion. Donc là, on peut s'attendre à tout. N'empêche que, pendant qu'on assiste à ces mouvements-là, il faut s'attendre aussi à des attitudes comme ça, des attitudes criminogènes, des actions qui peuvent nuire à autrui. Par exemple, le fait de balancer des cailloux, de balancer des pierres, on peut casser la tête de quelqu'un, etc. C'est une attitude criminogène. Tout comportement qui peut nuire à autrui, qui peut causer un accident, qui peut aboutir à un crime, à un meurtre, etc., à un dommage corporel ou psychologique, c'est une attitude criminogène, qui est différente de l'attitude criminelle. L'attitude criminelle, c'est le fait, par exemple, de porter sur soi tout le temps un couteau, mais dans le but de le pénétrer dans le ventre de quelqu'un. Ça, c'est une attitude criminelle. Et l'attitude criminelle, elle est un peu, on va dire, permanente. L'attitude criminogène, elle est éphémère, ça passe. C'est un comportement, c'est une attitude pendant un moment. C'est comme, par exemple, le fait de rouler dans une zone où la vitesse autorisée est de 35 km/h et vous poussez à 90 km/h. C'est une attitude criminogène parce que vous risquez de renverser un piéton ou bien de causer un accident. Et ça, c'est passager. C'est passager. C'est une attitude criminogène, mais c'est quelque chose de momentané. C'est comme le fait de déverser de l'huile sur la chaussée. Voilà. Maintenant, voyons ce que les psychologues qualifient de psychose collective, par exemple. Des gens qui ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école, des gens qui ont peur de sortir, des gens qui ont peur de se faire agresser en pleine rue par des protestataires. Et comment, par exemple, réagir à ça? C'est pas simple comme question. Vous savez pourquoi? Les psychoses, ce n'est jamais quelque chose de on va dire, comment je pourrais dire, le terme est là, et c'est pas quelque chose d'anodin. On a peur, pourquoi on a peur? Il faut toujours établir les liens de causalité, cause à effet. Pourquoi j'ai peur aujourd'hui? Par exemple, quand je roule en voiture, je vois des hommes à moto qui me suivent. C'est parce qu'il y a une histoire. C'est par rapport à ce qui se fait dans la société, par rapport à ce qui se passe. Donc du coup, par rapport au kidnapping, par exemple, les cas d'enlèvement, eh bien, ça vous met en état d'éveil parce que le cerveau, vous savez, l'hippocampe, au niveau du cerveau, eh bien, ça fait un travail de mobilisation de ressources cérébrales pour vous mettre en éveil face à une situation, on va dire, une situation difficile, une situation menaçante, une situation de panique. Eh bien, on est en éveil parce qu'on entend tous les jours qu'il y a des cas d'enlèvement suivis de séquestration, de kidnapping. Il y a des cas d'assassinat, des gens qui quittent une succursale de banque et puis qui se font cambrioler ou bien qui se font braquer ou même des fois se font tuer. Donc, il y a tout ça dans cette société. Mais quand on vit avec tout ça, ça fait un poids énorme sur les épaules. Donc, du coup, on ne vit pas tranquillement. On n'est pas en paix. Pourquoi? Parce que ce qui lui arrive peut m'arriver à moi aussi. Donc, du coup, on n'est pas protégé. Et il n'y a pas trop longtemps de ça, je l'ai dit. J'ai dit que moi, très sincèrement, je n'ai plus d'assurance, je n'ai plus de confiance en la sécurité publique en Haïti. Mais je crois en la sécurité divine. Et je crois que je ne suis pas le seul. Pensez-vous, docteur, avoir une arme sur soi peut vous aider à évacuer cette peur? Et non.
Vous savez pourquoi? Avoir des armes chez soi, est-ce que ça peut aider? Une arme peut vous protéger, peut vous défendre, mais pas dans toutes les situations. Vous savez, en matière d'armes, c'est celui qui a dégainé avant qui a le plus souvent raison. Et vous savez, des fois, dans certaines situations, il vaut mieux ne pas être armé. Et d'un point de vue psychologique aussi, le fait de porter tout le temps une arme sur soi, ça vous désarme de l'autre côté. Parce que tout votre espoir, toute votre force se repose sur cette arme. Et si un jour, vous quittez la maison, vous oubliez votre arme, arrivez quelque part, vous regardez, votre arme n'est pas là, vous paniquez tout de suite, vous retournez. Donc vous ne vivez pas pratiquement. Vous ne vivez pas. Parce que vous reposez toute votre force sur cette arme. Et ça, c'est mauvais. Ça devient pathologique. C'est pathologique. Maintenant, vous venez de le dire, vous n'avez plus de confiance en la sécurité publique. Le citoyen, le père de famille qui vit aujourd'hui avec tous ces problèmes, tous ces traumatismes, peur de se faire kidnapper, peur de se voir braquer en pleine rue, comment se comporter, comment réagir? Et si on est déjà affecté par ce traumatisme, comment s'en défaire, docteur? Vous savez, il y a deux possibilités. Il y a une possibilité, je ne dis pas de prise en charge, mais d'accompagnement. D'accompagnement, pourquoi? Il s'agit d'aider les gens à développer certaines habiletés pour mieux gérer leur stress et les situations difficiles. C'est un apprentissage. On apprend des pratiques, des techniques. Comment personnel, comment mieux gérer le stress, etc. C'est une sorte de thérapie. Donc ça se pratique à la maison, au travail, à la maison, au travail. On peut le faire en groupe. Hein. Puis c'est des choses qu'on enseigne. Voilà, ça peut aussi se faire pendant un entretien. Nous parlons de traumatisme, docteur. De traumatisme. Parce que le traumatisme, comme je l'ai dit, c'est un élément intrusif, qui par sa violence va générer ou bien va dérégler les habitudes normales, va dérégler les pensées, va dérégler les comportements habituels, normaux. Donc, il faut faire un travail pour remettre tout ça à l'endroit, pour corriger tout ça. Et c'est pour ça que, par exemple, dans le cadre d'une thérapie cognitivo-comportementale, ce qu'on fait, on travaille d'abord sur les pensées. On essaye d'aider la personne à être consciente de sa situation. Donc là, c'est quand on a un coach. Exactement. Être conscient de sa situation, comprendre cette situation et essayer de corriger les pensées négatives qui sont nées suite à ce traumatisme. Et par la suite, on va travailler sur le comportement lors, par exemple, d'une reprise de la vie civile, le retour à la vie civile, le retour à la vie active, et ça ne va pas être facile. C'est un travail entre les pensées et le comportement, parce que les affects sont liés aux pensées, et c'est les pensées qui dirigent le comportement. Ça, c'est de manière générale. Oui. Monsieur Hippolyte, prenons le cas d'un père de famille qui voit son enfant pleurer. Pourquoi? Parce qu'il reçoit de temps à autre du gaz lacrymogène, il entend des tirs de temps en temps, il aurait bien aimé pouvoir aller à l'école, il ne peut pas, l'enfant pleure. Que doit faire ou comment réagir? Comment ce père ou mère de famille doit réagir par rapport à son enfant? Même si on essaye d'encadrer l'enfant, de le rassurer, on peut le faire. Ça peut fonctionner à un moment. Mais puisque la situation est encore là, cette même situation traumatisante ou traumatique est toujours là, il y a cette récurrence qui va faire que, eh bien, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets dans les mêmes circonstances, bien sûr. Donc, il faut déplacer l'enfant de ce milieu menaçant pour sa santé mentale. Mais comment faire? On ne peut pas tous quitter le pays. On ne peut pas tous laisser l'espace. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut faire un autre travail. Il faut aller vers ceux qui décident, vers ceux qui nous dirigent, pour que la paix revienne. Oui, mais entre-temps... Pour qu'on soit... Entre-temps, on aura déjà perdu l'enfant, quoi. L'enfant, il faut l'accompagner.
dans tous les cas. Si l'enfant a peur d'aller à l'école, il ne faut pas le forcer. Il faut... Oui, mais il y en a aussi qui ont envie d'aller, qui ont envie d'y aller, qui ne peuvent pas. L'enfant a envie d'y aller, mais il a peur. Donc du coup, il ne veut pas y aller. Il en a l'envie. Il en a l'envie, mais il ne veut pas y aller parce que tout simplement, il a peur. Donc il faut un accompagnement. Le cas des enfants à l'école et qui apprennent que l'un des leurs avait été enlevé, kidnappé. La place d'un camarade est vide. Et la nouvelle circule. Panique totale. Et tous les enfants vont avoir peur de circuler. Ils vont avoir peur de fonctionner. Et vous savez que ce que ça peut occasionner, je n'ai pas de statistiques. Il faudrait que j'en parle peut-être à des médecins. Peut-être il y a 30 ans de cela, il n'y a pas eu autant de cas d'accidents vasculaires cérébrales en Haïti. Mais c'est comme si je me rends compte qu'aujourd'hui, ça devient très, très, très fréquent. Un problème de santé publique. Un problème de santé publique aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Les risques psychosociaux, ce sont toutes les situations qui peuvent engendrer, par exemple, la peur, la panique, la pression et tout ça chez un individu. Et ça peut engendrer d'autres problèmes de santé, comme par exemple l'hypertension artérielle, le diabète et des problèmes purement cardiaques, etc. Et après, la personne décède suite à un accident vasculaire cérébral. Mais la source du problème, c'est la société. Donc c'est un problème psychosocial. Donc c'est à tort de croire que certaines pathologies sont tout simplement héréditaires. Non. Il y a des pathologies qui sont héréditaires, oui, mais pas toutes. Pas toutes. Il y a beaucoup de problèmes qui ont leur source dans la société même. La société est le véritable poison qui tue beaucoup de gens. Ce qui se passe dans la société, les situations traumatiques, les situations stressantes, tout ça pose des problèmes de santé, pas seulement de santé mentale, mais de santé tout court. Donc, ça veut dire... Donc, pour résoudre tout ça... Pour résoudre tout ça, de toutes les manières, il faut un travail en amont et en aval. Il faut regarder les décideurs. Les décideurs, en amont. Et en aval, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, ça peut aider les gens, comme je vous dis, à développer certaines habiletés pour essayer de faire face à des situations, comme on dit, bon, des fois on vit avec, on n'a pas d'autre choix, et il y a des gens qui quittent le pays. Il y en a qui ne peuvent pas. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Tout le monde ne peut pas quitter le pays. Exactement. C'est comme moi, il y a des gens qui me demandent si je suis fou, pourquoi je suis là. Je dis non, si tout le monde quitte le pays, ça ne vaut pas la peine. Si tous on reste à l'extérieur, on ne vient plus en Haïti, et puis ceux qui sont en Haïti partent à l'extérieur, finalement c'est fini, c'est foutu. Il y a 15 ans, certaines gens se rabattaient sur la province, par exemple. Mais aujourd'hui, nos villes de province sont aussi gangrénées que la capitale. Oui, parce qu'il y a un phénomène de gangstérisation accéléré actuellement en Haïti. Je dirais accéléré. Et c'est tellement accéléré qu'il y avait des zones, il y a des zones qui étaient tellement paisibles, comme vous le dites, en province. Quand on y va, on se sent bien. C'était comme un paradis. Voilà. Et là, maintenant, aujourd'hui... Le stress vous suit partout. Partout. C'est partout. Il n'y a plus de zones de repos en Haïti. Il n'y a que des zones de non-droit. Il n'y a que des zones de non-droit. Finalement, parce qu'ici, on peut vous attaquer partout, n'importe où. Et n'importe quand. Est-ce que c'est pas parce que parce que notre pays, les institutions de nos pays ont été fragilisées, affaiblies au cours de ces dernières années? Je ne parle même pas d'institutions affaiblies. C'est comme si pour moi les institutions en Haïti n'existent plus. C'est comme si l'État disparaît. On est en train de constater la disparition de l'État en Haïti. C'est comme si on va vers ça, si rien n'est fait. Si rien n'est fait, c'est fini. Parce qu'on n'est plus en état de droit, c'est ça? Non, c'est fini. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, vous voyez, les forces publiques, la police, s'il y a un enlèvement, maintenant vous allez porter plainte à la police, mais qu'est-ce que ça va faire? Rien du tout. Donc finalement, on n'a plus de secours. On n'a plus un endroit où aller porter plainte.
Ça ne sert à rien, ça ne sert plus à rien. Aujourd'hui, c'est la force du plus fort, c'est le doigt de la force. C'est la jungle. C'est la jungle. Donc, la force du doigt, ça a complètement disparu. C'est fini tout ça. Donc, il faut faire un travail pour revenir à l'état de droit. Est-ce que vous croyez, M. Hippolyte, qu'un jour les Haïtiens accepteront de se mettre ensemble pour s'attaquer à ces fléaux? Le travail peut se faire par l'éducation. Il y a des générations qui vont partir. Notre génération, ça va partir. Mais les enfants qui ont 2 ans, 3 ans, il y a une possibilité de les récupérer si seulement on prend au sérieux le système éducatif haïtien. Il y a des choses qu'on n'enseigne plus à l'école, par exemple le civisme, la morale. Haïti souffre d'un déficit grave de moralité. Il y a un problème de moralité en Haïti. Dans le temps, quand on disait à quelqu'un qu'il était un voleur, waouh, il pouvait même vous tuer parce que c'est comme si c'était une atteinte à l'honneur. Oui. Déjà même de dire à quelqu'un que vous êtes un menteur, vous mentez, c'était suffisant pour même vous mettre une gifle s'il en était capable. Oui. Mais aujourd'hui, l'Haïtien n'a plus aucun problème. Ça veut dire qu'il n'y a plus de valeur morale. On se sent fier de brandir des armes, exactement, des armes illégales. C'est ça qui fait la fierté. Et d'avoir plusieurs copines tout autour avec ces armes-là. C'est ça, Haïti, aujourd'hui. Il faut une société où les gens s'identifient à partir de ce qu'ils sont et non à partir de ce qu'ils ont. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel bandit peut avoir de très fortes sommes d'argent. Il fut un temps où c'était les gens qui travaillaient dur qui avaient de l'argent. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut avoir l'argent. Et facilement. Et facilement. Donc, il faut arrêter d'aller vers l'avoir, mais aller vers l'être. Dans le temps, si votre fille vient chez vous avec quelqu'un, avec un prétendant, la première question que vous vous poseriez, ou bien que vous auriez pu, que vous pourriez poser à votre fille, c'est d'où vient-il, de quelle famille elle vient, ou encore il vient. Si cette famille-là a une réputation de gens de peu de valeur, eh bien le bonhomme... Il n'entre pas. Il n'entre pas. C'est clair. Mais aujourd'hui, il suffit de venir avec une belle voiture, avec des armes, et puis voilà, on vous ouvre les portes. C'est clair. Donc le problème de moralité, c'est encore un autre problème de santé mentale. Ça veut dire que la façon de penser, la façon de réfléchir, la façon de voir les choses, donc on est des gens malades. On est mentalement malade. Les gens qui ont fait le choix d'expédier ou d'exporter leurs enfants à l'étranger, est-ce qu'ils ont mal fait? Non. Vous savez, s'ils ont les moyens de le faire. Il y a une chose qui me choque chaque fois, quand j'entends des politiciens haïtiens dire lui, il est là, mais sa femme est à l'étranger, ses enfants sont à l'étranger. Moi, je dis très sincèrement, dans une société comme celle qu'on a là, ici, maintenant en Haïti, tous ceux qui ont la possibilité d'envoyer leurs enfants étudier ailleurs, je pense que s'ils le font, c'est un bon choix. Oui, mais pas pour pourrir la vie des autres enfants qui sont en Haïti. Non, pas pour pourrir la vie des autres enfants. Oui. Non, c'est clair. Je peux comprendre que vous avez fait le choix, étant donné que la situation est ce qu'elle est en Haïti. Vous avez choisi, par exemple, d'envoyer votre femme, vos enfants à l'étranger, mais au moins laisser la chance aux autres de vivre et d'apprendre ou encore de recevoir le pain de l'instruction. Si je pose une action, je dis que je suis un citoyen, je fais de la politique. Si mon action, ça va dans le sens de l'intérêt collectif, c'est une bonne action. Et si ça nuit à ma société, c'est une mauvaise action. Oui, il faut toujours essayer de faire la différence entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Et c'est ça qui a disparu depuis un bon bout de temps. On a l'impression que le mal devient le bien et que le faux devient le vrai. Et c'est ça l'obscurantisme. C'est l'obscurantisme. On essaye de nous faire accepter le vrai pour le faux pour le vrai et le mal pour le bien. On est dans une société où tout va mal, où la société est malade. Les gens ne vivent pas chez eux. Non. Les gens ne vivent pas. Il faut une sorte d'apprentissage aux bonnes pratiques de détente pour essayer d'aider les gens à se relaxer. Il n'y a plus de détente en Haïti. Les gens sont malades. Les gens souffrent à la maison. Les gens sont en état de panique, de choc. Ils ont peur de sortir. Ils ont peur de sortir. Il y a des gens qui sont cloîtrés chez eux parce que tout simplement, ils ne peuvent pas sortir. Il y en a qui ont envie d'aller prendre un petit bain
de mer, je sais pas, sur la côte des Arcadins, ils ont peur, ils ne peuvent pas traverser parce qu'il y a des problèmes. Il y en a qui ont peur de traverser Martissan. Ils ont envie d'aller se baigner, je ne sais pas, du côté de Gangoave ou bien à Léogane, à Carrefour, je ne sais pas. Mais on a peur de bouger. Il y a un ami qui m'a dit hier que ça fait exactement 34 jours depuis qu'il reste cloîtré chez lui et qu'il ne sort pas. C'est ça. Donc on est des gens malades. Parce que quand on a peur de sortir, on souffre mentalement. Et cette souffrance va engendrer d'autres problèmes de santé. Quand on est paniqué, qu'est-ce qu'il y a? On tremblote. On tremble de peur. Eh bien, arrivé à un moment, eh bien, l'organisme qui n'est plus capable de supporter ces genres de chocs, eh bien, l'organisme vous met en tranquillité passagère quand vous évanouissez. Le fait de s'évanouir. Voilà. Donc, c'est une forme de protection parce que on fait face à une situation trop stressante. L'organisme ne peut plus supporter tout ça, tout ce choc émotionnel. Oui, mais ça, c'est quand vous avez encore... c'est une chance pour vous. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent tout simplement faire un AVC. Exactement, exactement. Quand c'est un évanouissement, tant mieux. Ouais. Mais quand c'est un AVC, c'est fini. Ouais. C'est fatal. Mais des fois, c'est réversible. Mais des fois, c'est irréversible. Et même lorsque c'est réversible, ça laisse quand même des séquelles. Quelqu'un qui a fait un AVC, il y a quand même quelques moindres séquelles. Il en reste. Donc ça veut dire qu'on est dans un pays où le problème de santé mentale, ça se pose. Parce que les gens n'ont plus de distraction. Rex Théâtre est fermé, Capitole est fermé, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de divertissement, il n'y a plus de détente. Or, il faut des activités ludiques. Il y a par exemple un ministère qu'on devrait, moi si j'étais président, je ferais de ce ministère un très grand ministère, le ministère de la jeunesse, des sports et de l'action civique. Pour développer des activités sportives pour les jeunes. Oui, mais il faut pouvoir participer. Oui, exactement. Développer des activités sportives, il y en a. Et puis le secteur jeunesse, quand on parle de la jeunesse, il y a l'accompagnement, il faut mettre en place des dispositifs. Beaucoup de gens qui sont gangstérisés aujourd'hui et qui sont dans la délinquance, beaucoup de jeunes, s'ils avaient été pris en charge, s'il y avait un programme d'encadrement pour les jeunes vers leur autonomie, peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes qui auraient été sauvés. Et vous savez, l'action civique, le civisme, ça a complètement disparu de nos écoles. L'action civique, ce n'est pas seulement le fait d'avoir des gens qui aident les gens à traverser les passages piétons. Ce n'est pas seulement ça, l'action civique. C'est une forme d'action civique. C'est une forme de civisme. Mais l'action civique, en soi, c'est tout un programme. Mais vous avez dit tantôt qu'il y a de l'espoir. Et Monsieur Hippolyte, rééduquer ou encore éduquer les enfants de 2-3 ans. De 3 ans, c'est le seul espoir. Il faut aller dès le plus jeune âge, parce que ces enfants-là sont encore quasiment vierges. Et si on les met dans un système éducatif correct, où ils vont apprendre de bonnes choses, on les forme pour qu'ils soient des citoyens. Et on ne sera plus là, toi et moi. Oui. Vous savez, il y a une chose qui m'a choqué. C'était en 2013 en Allemagne, où je participais à une activité. Il y avait une usine de voitures, une usine d'automobile, Opel, qui voulait licencier, je crois, 5000 employés. Et les employés se sont mis en grève. C'est à Bochum, une ville qui s'appelle Bochum. Et les habitants de Essen, une ville voisine, Gelsenkirchen et Bochum, même Leverkusen, qui n'est pas trop loin. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont collecté des fonds, tous les gens, pour apporter de l'argent aux grévistes, parce que pendant cette période de grève, ils ne sont pas payés, parce que l'usine voulait délocaliser. Mais le problème, c'est que le jour où il y avait un grand rassemblement, j'ai assisté à ce rassemblement, et il y avait des enfants de 12 ans qui sont venus avec de l'argent. Vous savez, qu'est-ce qu'ils ont fait pour trouver de l'argent? Ils ont été chercher des fleurs qu'ils ont vendues pour apporter leur contribution.
ils disent que nous sommes des enfants. Mais les gens qu'on va licencier, ce sont nos parents, ce sont les parents de nos amis, ce sont des voisins. Ça nous concerne. L'idée de solidarité, l'esprit de solidarité. Des enfants de 12 ans, ils ont participé. Chez nous, tout a disparu. Oui. L'esprit de solidarité. La solidarité d'abord. L'esprit de solidarité d'abord. D'abord. C'est quelque chose qui m'a ému. Je dis, waouh, mon Dieu, est-ce que nous, on a un pays? Est-ce que Haïti, c'est encore un pays? Tout a disparu. C'est quelque chose. Haïti n'est plus ce qu'il était il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et c'est dommage. Maintenant, à qui doit-on imputer la responsabilité? À nos dirigeants, mais d'abord à la société. Parce que c'est la société qui fait des choix. Merci. Merci Auristelle Hippolyte. C'était un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau de la rubrique Le Point. Ce matin, je rappelle que vous êtes psychologue et criminologue et nous avons beaucoup appris de vous ce matin. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Métropole. Merci à vous. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, le psychologue et criminologue Auristelle Hippolyte. Merci encore de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto.